Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeudi Pro. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Eric Sell, directeur général du spécialiste du cloud computing Shadow. Bonjour Eric. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Nous sommes également avec Florian Agès pour la première fois dans cette émission. C'est un grand plaisir de te recevoir. Un grand plaisir pour moi aussi. Alors tu es chef de rubrique gaming chez Les Numériques. Absolument. Et donc pour parler de Shadow, c'est parfait. Tout à fait. Alors Eric, pour resituer un peu le contexte, si vous me permettez, donc Shadow se relance depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, après avoir été racheté au printemps dernier par Jasby, le fonds d'Octave Klaba, le patron d'OVH, et surtout après une année 2020 et début 2021 un peu difficile. En 2020, Blade, à l'époque, qui proposait le service Shadow, était placé en redressement judiciaire. Vous avez rejoint l'aventure depuis quelques mois. Alors ma question c'est, depuis ces quelques mois, depuis l'été, qu'est-ce qui s'est passé un peu en coulisses de Shadow au sein de vos équipes, et en gros, qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi Shadow ? C'est une question vaste à laquelle je vais essayer de répondre. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, parce que c'est quand même une offre de reprise à la barre du tribunal, et donc pour ça, il faut commencer à travailler un dossier, et donc pour être bien précis, même si Octave est l'actionnaire principal d'OVH, ça n'est pas OVH qui rachète, c'est bien, comme vous l'avez précisé, le fonds de Jasby qui rachète Shadow, enfin Blade en l'occurrence. Et l'idée d'Octave Klaba était une idée de dire j'ai réussi à construire un PaaS européen capable de résister aux gros monstres, et il y a une opportunité de créer un SaaS dans le domaine. Et pour ça, il faut commencer à avoir, un portfolio et avec une entreprise qui peut amener des différenciants solides pour pas faire un MeToo et essayer de se battre avec les mêmes armes. Donc il est identifié assez rapidement Blade comme étant une pépite. Et par rapport à ça, il avait déjà, travaillé le dossier, puisque à l'époque où le fondateur Emmanuel Freund était en place, il y avait déjà eu des discussions avec OVH de partenariat pour essayer de quitter la verticalisation finalement de l'entreprise. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'offre a été construite. Moi j'ai participé à l'offre qui a été présentée au tribunal, sur lequel on s'est retrouvé face à une partie des employés, mais ce n'était pas une opposition, c'était une offre alternative associée à Eliade, oui, tout à fait. Qui était quand même une concurrence ou une alternative, je dirais, crédible. Et dont l'offre ressemble un peu à ce que vous faites aujourd'hui, par exemple. Oui, n'est pas très loin. Il y a, je pense, dans les différences fondamentales, c'est l'intégration du partenariat avec Shadow. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui a conduit Blade à sa situation financière, c'est que c'était une société très verticalisée dans sa chaîne de valeur. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait un lancement d'un pays ou de nouvelles offres ou de nouvelles acquisitions de clients, ils étaient contraints de signer un accord avec un data center, de prendre des risques sur la taille de ce data center, d'investir dans les équipements hardware, de les déployer, et 6 mois après, potentiellement, de commencer à activer le premier client. Là, on est sur un modèle complètement différent, qui n'est pas du tout sur les CAPEX, donc des investissements lourds, mais qui sont sur un modèle de location. Et finalement, on donne à OVH, sur la base de contrats internationaux, les volumétries, les emplacements sur lesquels on veut les équipements. Ils se débrouillent de tout, du déploiement, sous couvert évidemment de nos prescriptions techniques. Hein. C'est nous qui définissons l'intégralité du contenu des plateformes, mais ils les déploient. Et on a une location à partir du moment où le service est disponible, ce qui change fondamentalement le business model. Alors justement, aujourd'hui, Shadow s'est restructuré autour d'une offre de cloud computing assez globale, et non plus seulement sur le cloud gaming, qui était l'offre de Shadow en tant que service de Blade à la base. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le cloud computing pour vous ? Alors je dirais il y a deux choses. La première, notre première priorité, c'est de remettre le cloud gaming et cette petite pépite sur les rails. Et sur les rails, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord les rails de la profitabilité et les rails de la croissance. Donc les rails de la profitabilité, c'était deux choses. Comme je vous dis, c'est une optimisation finalement des flux financiers. Et la deuxième, c'était une réactualisation des prix qui était complètement en désaccord avec la prestation offerte des offres à 12,99 €. C'était avec une politique d'acquisition, de volumétrie de clients en vue ou d'une vente ou d'une diversification, mais en aucun cas, c'est, j'allais dire en anglais, sustainable, c'est durable. Voilà, c'est pérenne. Voilà. En aucun cas, c'est pérenne. Donc, on l'avait annoncé lors du dossier qu'on a soumis. Notre première priorité serait de simplifier l'offre
Simplifier l'offre, ça veut dire il n'y a plus d'offres annuelles, il n'y a que des offres mensuelles et il y a un seul tarif. À 30 €, 29,99 à 30 €. Enfin 29,99 €, voilà. Donc à 30 €. Et donc d'unifier ça sur tout le territoire pour finalement donner une meilleure lisibilité de notre offre et éviter d'avoir des tiroirs à manager et des cohortes qui sont très compliquées. Donc ça, c'était vraiment les objectifs. Donc à l'intérieur de ça, on est en route sur ce domaine-là. Mais il y avait une autre chose importante, en plus de recréer la confiance avec les employés, parce qu'une société ne vit que par ses employés. Et après des périodes de Covid un peu longues, après une liquidation, après une offre alternative construite par un certain nombre d'employés, il fallait arriver à solidifier ça. Mais l'autre chose, c'était de recréer la confiance et la crédibilité vis-à-vis de la communauté. Et moi, je ne suis pas là pour décerner des awards ou des critiques sur le passé. Mais ce qui nous est remonté beaucoup de la communauté, c'était il y a des promesses. On nous a dit le double écran va arriver. C'était il y a des mois, il n'est jamais arrivé. On va essayer vraiment de recréer ce lien avec la communauté et finalement de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on va dire dans les délais impartis. Voilà. Vous avez évoqué la question du tarif. Alors effectivement, après la reprise, une des premières actions qui a été faite sur l'offre, ça a été une augmentation assez drastique des prix, qui sont passés au minimum à l'heure qu'il est à 30 € par mois. Par rapport à la concurrence aujourd'hui sur le cloud gaming qui est très, très mobile, comment vous vous positionnez par rapport à cette concurrence? Comment vous justifiez aujourd'hui ce coût de 30 € par mois qui est quand même sensiblement plus élevé que ce que d'autres acteurs proposent? Alors déjà, quand on dit on a remonté drastiquement les prix, en fait, on est revenu au prix qu'il y avait avant d'une politique et d'une stratégie qui était très différente. Donc c'est quand même important parce que si les prix avant de Blade, avant de passer à 12,99 € étaient à 30 €, c'est pas non plus un secret, c'est qu'il y a quand même un modèle économique qui est lié à ça. L'autre chose, c'est que la particularité de Shadow, c'est que c'est un cloud computing adapté au gaming, qui n'est pas du vidéo streaming ou des choses comme ça, puisqu'en fait, on donne le maximum de liberté à nos utilisateurs de mettre les jeux qu'ils veulent, d'avoir leur espace de stockage, d'avoir la capacité de jouer sur n'importe quel support, de pouvoir se déplacer et sur une tablette, sur un PC d'entrée de gamme, d'avoir la capacité de jouer. Donc c'est une offre qui, à ma connaissance, n'existe nulle part sur le marché en termes de cloud computing. Il y a des offres de cloud computing, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites par Microsoft, par d'autres gens, mais si on les compare, on n'est pas du tout dans les mêmes performances et la même puissance, et en tout cas, c'est pas adapté à des jeux de gaming comme les nouvelles générations qui arrivent ou la réalité virtuelle va arriver avec toutes ces prestations. Donc on est vraiment dans une offre assez spécialisée aujourd'hui pour lequel, je dirais, un schéma de 30 € vu la proposition, c'est un schéma économique déjà un peu difficile à tenir. Si vous faites les calculs assez rapidement entre les salaires, la R&D, les coûts d'acquisition client, les coûts d'infrastructure et l'énergie, parce qu'on oublie quand même un peu l'énergie. Mais aujourd'hui, un gamer qui a un PC un peu puissant, on a fait quelques estimations, ça va être entre 5 et 9 € par mois d'énergie consommée. Donc si on met tout ça bout à bout, je dirais que le 30 € me paraît quelque chose d'assez bien pour les prestations offertes. Quelle marge est-ce que vous faites justement sur ces 30 € aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je peux être tout à fait transparent. Aujourd'hui, avec la volumétrie qu'on a de clients, on n'a pas de marge. D'accord. Donc il faut arriver à avoir un équilibre qui permet d'amortir la R&D. Quand je vous parle d'embauche qu'on est en train de faire sur justement l'innovation, amener des nouvelles fonctionnalités, amener des nouvelles plateformes, c'est sûr que ça conduit à une masse salariale que si vous la divisez par le nombre de clients, assez rapidement, vous allez voir que le poids dans la balance de la marge, surtout quand on parle de 30 €, c'est 25 € hors taxe. Il faut juste le mettre, voilà. Justement, en termes de clients, vous avez récemment ouvert 5000 nouveaux accès en septembre à la rentrée. L'objectif, si j'ai bien compris, est d'atteindre 100 000 abonnés pour atteindre justement ce seuil de rentabilité un peu. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de nombre de clients? Alors, aujourd'hui, on a fait deux choses par rapport aux clients. Le premier, c'est que vous aviez des clients qui étaient en attente pour certains depuis 12, 18 mois. Et qui était sur cette file d'attente. Et pour moi, avoir une offre de cloud computing sur lequel, quand on ouvre et qu'on essaye de s'abonner pour faire un jeu et on se dit que peut-être on l'aura l'année prochaine pour Noël, ça me rappelle un peu la période des voitures où quand on les commandait, on les recevait un an après. Bon, c'est en train de revenir à cause de la pénurie de composants, mais on est dans un schéma sur lequel la première priorité pour nous, c'était d'arriver à activer les gens qui étaient en attente. Et donc, c'est pour ça qu'à l'été, on a activé 10 000 personnes qui étaient en attente
d'avoir leur offre Shadow. Et j'espère que d'ici la fin du mois, il n'y aura plus de file d'attente chez Shadow. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième, c'est que sur la France, on a lancé cette ouverture. On a eu un succès assez important. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a lancé, mais on a rempli 65% de clients supplémentaires. Donc il nous en reste 35 à acquérir. Il y a toujours une forme de mouvement et de rotation, plus le churn à compenser, parce que vous avez toujours du churn. Donc sur aujourd'hui, le service, évidemment. Justement, est-ce que, en termes de churn, est-ce que vous avez un objectif annuel ou Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Ça va dépendre aussi de notre capacité à créer une offre d'innovation et de la fidélisation. C'est un peu tôt pour le dire. Pourquoi ? Parce que quand vous avez finalement des cohortes sur lesquelles vous aviez des gens en annuel qui d'un seul coup passent en mensuel, mais ceux qui étaient en annuel, je leur coupe pas le service du jour au lendemain en leur disant c'est plus 12,90 €, j'exécute mon contrat et mes obligations. Donc je mélange des gens comme ça, je mélange des gens qui ont attendu longtemps et pour qui on a essayé d'avoir un geste commercial en disant vous avez attendu, on vous donne un mois gratuit, plus des nouvelles personnes qui vont découvrir Shadow. Donc aujourd'hui, très sincèrement, c'est trop tôt pour arriver à définir quel va être notre churn. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'augmentation des prix ou le passage à 30 € a créé, je dirais, deux communautés un peu différentes. Les frustrés en disant les gars, c'est sympa, mais pour 30 €, j'ai peut-être mieux à faire. Et on repart dans tout ce calcul. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un PC plutôt que de louer ? Là, je pourrais démontrer, mais je pense que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais que je pense qu'il vaut mieux louer. Et l'autre communauté qui a dit on est content parce que finalement, on sait que c'était pas viable et grâce à ça, vous allez pouvoir reprendre le chemin de l'investissement, de l'innovation et surtout le service va perdurer. Parce qu'à 13 €, on se serait retrouvé à la barre du tribunal dans 6 mois à nouveau, quoi. Ouais. De cet avis, louer un PC mieux qu'acheter un PC de gamer, par exemple ? Ça dépend totalement de l'usage et des exigences que chacun va avoir en termes de performance, en termes de renouvellement aussi de nos configurations. D'ailleurs, à ce sujet, justement, un des serpents de mer un peu pour Shadow ces derniers temps, ça a été ces fameuses configurations autres que la configuration Boost de base, qui ont été promises il y a déjà très longtemps, il y a plusieurs années même, je crois, et que Blade, à l'époque, n'avait jamais réussi à lancer. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous avez simplifier une offre qui donc aujourd'hui est toujours concentrée uniquement sur cette offre Boost. Pour ce qui est des évolutions futures du service, vous avez évoqué tout à l'heure la réalité virtuelle dont on sait qu'elle est en projet depuis longtemps chez Shadow. Mais voilà, en termes de configuration, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans les perspectives d'évolution future de ce que vous proposerez aux nouveaux clients ? Alors, sur la technologie, elle évolue. La chance, c'est que Blade avait fait quand même des choix technologiques avec des plateformes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui aujourd'hui supportent tous les jeux. Il n'y a aucun jeu qui ne tourne pas sur Shadow, ce qui est quand même pas mal parce que, je dirais, l'investissement, il commence à être un peu ancien, mais c'est comme quand vous prenez une voiture haut de gamme, de luxe, eh bien, même 3 ans après, elle reste quand même de luxe et assez haut de gamme, elle n'a pas forcément tous les derniers gadgets. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'on dispose quand même d'une plateforme qui est solide et qui aujourd'hui tient la route. Et la réalité virtuelle, pour revenir sur votre point, elle est aujourd'hui en bêta-test. Donc on a des bêta-testeurs. Donc les bêta-testeurs, ils sont sur la plateforme actuelle et aujourd'hui, elle demeure une plateforme robuste. Maintenant, on est quand même sur un marché où ça bouge assez vite, où il y a de l'innovation. Et donc aujourd'hui, il y a la plateforme actuelle sur laquelle, évidemment, on va finir la migration. Il faut garder ça en tête aussi, c'est qu'on est en migration de data center vers les data centers d'OVH, ce qui fait que ça immobilise une partie de la capacité industrielle de Shadow, parce que quand les serveurs et le stockage sont dans les camions, ils ne sont pas en production. Donc il faut arriver à ajuster ça pour arriver à faire ce transfert. Mais malgré tout, aujourd'hui, notre priorité, c'est de travailler sur la plateforme de nouvelle génération. J'aurai un grand plaisir à revenir très vite vous voir. Elle est en fin de qualification. Donc, on a à peu près identifié ce qu'on veut faire. On a à peu près les métriques et l'innovation que ça va apporter. Et après, on va passer les commandes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une légère tension sur le marché. Évidemment, donc, vous garantir aujourd'hui, prendre des engagements en disant si je passe une commande demain, je suis livré dans 2 mois,
C'est un peu risqué, ouais. Voilà, je vais être relativement prudent et comme je vous dis, on essaie de reprendre le chemin de la confiance avec la communauté, avec le marché. Mais très clairement, d'ici 15 jours, on aura, nous, en interne, arrêté le contenu de notre plateforme de nouvelle génération et qui va nous permettre de développer justement des nouvelles features qui vont donner une expérience client qui, à mon avis, va être assez notable en termes d'évolution. Ouais. Alors justement par rapport à OVH, on a une petite question de nos voisins de bureau de ZDNet, qui est dans cette pastille ZDNet. Dans le cadre de ce partenariat avec OVH Cloud, entre Shadow et OVH Cloud, comment est-ce que vous comptez utiliser l'infrastructure et les data centers d'OVH Cloud pour fournir votre service de cloud gaming aux clients de Shadow ? Alors, comme je l'ai dit en préambule, OVH c'est OVH et Shadow c'est Shadow. Donc ça, c'est quand même assez important. C'est-à-dire que OVH rentre en bourse. Je pense que vous n'êtes pas censé l'ignorer. Et donc, ça veut dire que tous les contrats commerciaux qu'il peut y avoir sont audités, regardés. Et donc, les tarifs que j'ai auprès d'OVH sont les mêmes tarifs que quelqu'un d'autre qui voudrait faire la même approche. Ouais. L'avantage qu'on a, c'est que OVH est compétitif. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important et compétitif. Et donc, quand je vous parle de nos plateformes, quand on fait une migration, par exemple, il n'y a pas juste on prend nos serveurs et puis on les positionne chez OVH. Il y a aussi un travail qui est fait pour les water-coolés. Vous savez que c'est quand même la marque de fabrique un peu d'OVH, à la fois pour être plus green, à la fois pour baisser la consommation d'énergie. Donc, on passe par cette case industrialisation. Donc, c'est vrai qu'en étant un peu de la même famille, ça facilite, mais à la limite, je serais un grand compte chez OVH, j'aurais potentiellement les mêmes services. Donc sur l'Europe, c'est clair que l'Europe et aux États-Unis, puisqu'on est en train de faire migrer ça et également au Canada, je vais m'appuyer essentiellement sur OVH pour ces questions de souveraineté. À terme, répliquer ce modèle-là avec d'autres entreprises qui auraient cet intérêt à me transformer du CAPEX en OPEX, pourquoi pas ? Mais c'est quelque chose d'un peu nouveau quand même. Donc on va déjà commencer par là. Quand j'aurai saturé tous les data centers existants et à venir d'OVH, ouais. Je serai content de revenir vous voir. Florian, est-ce que tu as une dernière question ? Oui, juste pour revenir sur l'intégration, du coup, c'est pas le bon mot, mais ce rapprochement entre Shadow et les infrastructures d'OVH, malgré tout, quel est l'impact concret sur le coût d'activation d'un nouvel utilisateur ? Parce qu'on sait que par le passé, ça a été un des principaux freins à la pérennisation du modèle Shadow, justement, le fait que chaque nouvel utilisateur coûtait extrêmement cher à la société. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau de ce point de vue-là Non, je pense qu'on travaille beaucoup sur ces nouvelles plateformes, sur la capacité d'activer, puisque quand on évoquait de passer de quelques centaines de milliers avec une plateforme à quelques dizaines de millions, même s'ils ne seront pas tous payants forcément, mais enfin, il faut se projeter dans l'avenir. Évidemment, tous ces coûts d'activation, il faut qu'on les maîtrise complètement et qu'on ait une faculté à les conduire. Donc, je dirais à l'intérieur de ça, OVH est une plateforme as a service, mais tout ce qui est le logiciel, le pilotage de ces choses-là demeure plein et entier chez Shadow. Donc le vrai coût client, je dirais, c'est le coût d'acquisition. Voilà, c'est ça qui pèse lourd, parce que si le churn est important et que la fidélité n'est pas au rendez-vous, vous avez un coût d'acquisition qui doit s'amortir sur une durée qui est assez courte. Donc moi, je pense que si on a une offre complète, innovante, performante, je pense que le churn va diminuer, même si on sait que dans le gaming, et moi j'ai été un peu gamer aussi, une fois que j'ai fini Uncharted, je vais faire une pause et je vais aller plutôt faire du tennis et ça va me changer. Bon. mais je pense qu'en enrichissant l'offre, on va certainement amener cette adoption et cette relation avec Shadow qui ne sera pas juste liée au gaming, mais qui deviendra finalement une forme de portail multiservice. Et si en plus il amène de la compétitivité, de l'innovation et de la souveraineté, je pense qu'on aura réussi le pari qu'on veut faire. Merci beaucoup Eric. Merci à vous. Et merci Karl pour la réalisation. Et à la semaine prochaine du coup.